Bonne nuit à tous, ici le Rôle Histoire, votre dresseur Pokémon dévoué. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau défi Culture & Chill sur Pokémon Let's Go Pikachu. Voilà, très heureux de vous retrouver. Et sans plus attendre, je vais vous expliquer donc les règles de ce défi Culture & Chill. Nous allons faire le tour de... Alors attendez, je vais le mettre un plus grand, voilà. Nous allons faire le tour donc de la map, le tour de Kanto. Et l'objectif sera... Alors attendez, il faut que je mette la carte. L'objectif sera de référencer un maximum de références culturelles, historiques, mythologiques, etc. Alors, hop, donc on part du Bourg-Palette. Voilà, et on va faire tout le tour en passant donc par Argenta, etc. Jusqu'à arriver à Parmanie, et de là on passera par Cramoisil pour revenir au Bourg-Palette. Donc voilà ce que nous allons faire. Tout de suite, avant de commencer, je vais donc vous montrer la première référence, disons, culturelle, ou plutôt géographique. Comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Ou là. Et je vais lancer une petite recherche. Donc, comme nous le savons, le premier Pokémon, enfin la première génération, se passe à Kanto. Donc, nous sommes à Kanto. Et la région du Kanto, en fait, c'est une région du Japon. Elle est juste ici, voilà, et on reconnaît, on arrive à reconnaître, disons, la ressemblance avec la région du Kanto qu'on trouve dans Pokémon. Donc, Kanto dans Pokémon est inspiré de la région du Kanto au Japon. Voilà. Hop, je vous montre. Division géographique de Honshu, l'île principale du Japon, ok. Donc, ça se situe ici, le Kanto au Japon. Et voilà, donc sans plus attendre, on va pouvoir continuer. Je regarde juste, hop, je remets donc, voilà. Je remets comme ça, et on est parti donc pour notre défi Culture & Chill, pardon. Donc première référence, celle donc de la région du Kanto. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc on va faire le tour du village rapidement. Donc on voit le laboratoire du professeur Chen, on voit la maison de notre rival, notre maison à nous. Ok, bon, on va commencer. Ok. Alors, on peut aussi s'intéresser à l'étymologie des Pokémon. Donc là, on a un Rocool. Ok, donc Rocool. Hop, je vais vous montrer. Il y a un site qui est génial pour l'étymologie des Pokémon. Hop, alors, faut pas que je me fasse... Et là, il y a un Rattata. Je voudrais pas lancer un combat sans le faire exprès. Je vais mettre donc le... Hop, voilà, donc je vais vous montrer. Sur Poképédia, donc, vous avez des éléments intéressants. Et vous avez un article aussi donc sur le site Libération avec Pokémon Traduisez-les tous, c'est cet article-là. Et en fait, donc du coup, il y a Julien Bardakov qui détaille son travail de traduction chez Nintendo pour franciser leur nom, truffé de références et de jeux de mots. Donc, à partir du nom japonais, Julien Bardakov s'est occupé donc de traduire les mots, les noms, disons, ou plutôt les adapter. C'est pas une traduction pure et simple. Et donc ça permet justement de voir un petit peu les jeux de mots qui ont été placés, les références que Bardakov a pensé à mettre. Donc si on prend Roucool par exemple, le mot japonais utilisé, c'est Popo. Et donc Popo vient d'une comptine pour enfants, c'est l'onomatopée du cri des pigeons. Mais en français, je ne pouvais pas utiliser le mot pigeon, donc dit Bardakov. Faire des jeux de mots avec pi ou jon, je n'ai pas réussi. Donc j'ai pris le cri du pigeon, qui Roucool, et comme ce Pokémon n'est pas très dangereux par rapport à son évolution, il est cool. À l'écrit, ça donne Roucool. Voilà, pour l'explication donc de l'étymologie du mot Roucool. Si on prend donc là, je vois un Misterbe, est-ce qu'on va arriver à le trouver le Misterbe? Misterbe, oui, le voici. Misterbe, donc, en japonais, c'est Nazo no Kusa. Donc Nazo, ça veut dire mystère. Ensuite, no lit les deux parties du mot et Kusa c'est l'herbe, soit Misterbe en français, c'est facile. Ok, donc là ils ont contenté de traduire, tandis que Roucool c'était une adaptation pour que ça nous parle à nous, public français disons. Rattata, est-ce qu'on l'a raté ou pas? Rattata, en tout cas ce site est vraiment génial pour pouvoir se rendre compte, s'apercevoir des jeux de mots qui ont été faits, des traductions qui ont été opérées. Des adaptations aussi, comme je vous disais. Alors attendez, ouais, il est là. Ok, Rattata. Donc Korata en japonais. Donc Ko c'est petit en japonais, Rata pour rat. Pourquoi le traducteur américain et nous avons transformé ça en Rattata? Bonne question. Je crois que la sonorité était mignonne.
ou alors je les ai persuadés que ça venait de Taratata, mais surtout, ça prépare l'effet de son évolution Ratatak. Donc, parlons-en, Ratatak en fait c'est le rat qui attaque. C'est le premier stade de l'évolution. Le premier stade de l'évolution prépare l'effet de Ratatak. Le Ratata qui attaque. Voilà, Ratatak. Ok, donc continuons. Hop. Donc là, on a un Roku, là on a des Ratata, on a expliqué les... Sans être des références culturelles à proprement parler, c'est quand même intéressant les jeux de mots, de savoir comment ça a été pensé, de comprendre en fait le travail de traduction qui a été opéré, le travail d'adaptation. Parce que ce qui est clair, c'est que si Pokémon a aussi bien marché en France, c'est, je pense, en partie grâce au travail, au magnifique travail, je dirais, de Julien Bardakov, qui s'est vraiment attelé à vouloir trouver des traductions, des adaptations qui nous parlent à nous, public français, francophone. Voilà. Alors là, on est où? Nous sommes à Argenta, donc on a un centre Pokémon. Ok. On va pas trop s'y attarder, on va le traverser. Ok. On est de retour sur une route. Qu'allons-nous découvrir comme Pokémon? Là, on a un Aspico. Alors, le Aspico. Je crois qu'on l'a vu. Hop. Bidoru vient de l'anglais needle, l'aiguille, et bi, l'abeille. Donc Bidoru, c'est le terme japonais, c'est le nom japonais. C'est une chenille avec une aiguille sur la tête qui deviendra une abeille. En français, j'ai pris Astico et Pico pour la petite pointe sur son front, donc Aspico. Voilà tout simplement pour Aspico. Hop. Donc voilà pour Aspico. Donc là, ce sont des Pokémon qui sont simplement inspirés d'animaux ou d'insectes. Il n'y a pas de grandes références culturelles, disons, qui se cachent derrière pour l'instant. Ok. On arrive donc dans la forêt de Jade, si je me souviens bien. Donc qu'allons-nous découvrir dans la forêt de Jade? On a un cocon fort. Alors ça, regardez l'article de Libération, on comprend que cocon, c'est un mélange entre cocon et fort. Voilà. Alors attendez, il faut que j'arrive à me repérer. Oh, un papillusion. Donc papillusion, c'est un mélange entre papillon et illusion. Voilà. Rien de plus. Alors. J'essaye de me repérer. Je me souviens plus du chemin qu'il faut prendre exactement. Si c'est bon, j'ai l'impression qu'on arrive à s'en sortir. Peut-être par là. Ensuite à gauche. Ok. Alors, si vous avez déjà... Ah, un chenipan. Donc chenipan, c'est un mélange entre chenille et chenapan. Du coup, ça donne chenipan. Si vous avez vu mon let's play Culture and Shield sur Légende Pokémon Arceus, ou bien mon let's play Culture and Shield qui commence à dater d'ailleurs sur Pokémon version rouge-feu, vous avez probablement dû m'écouter à propos donc de ma théorie, enfin, si on peut parler de théorie disons, sur les Pokémon. Oh, un Bulbizarre! Un Bulbizarre, un mélange entre Bulbe et Bizarre. Et donc qu'est-ce que je disais? Oups, faut pas que je sois attaqué. Oui, donc du coup, moi ce que je me disais, c'est qu'au Japon, il y a, ils ont une religion, ou en tout cas un système de croyance très important qui est le shintoïsme. Ça doit vous parler, j'en parle assez régulièrement dans mes vidéos. Et le shintoïsme, c'est donc un système de croyance qui mélange qui mélange le polythéisme, donc diversité des divinités, qui mélange l'animisme, le fait de croire au fait qu'il y a des esprits qui habitent comment dire, dans des objets, dans des éléments de la nature, etc. Et je suis perdu. Et donc du coup, à partir de là, comme ça mélange entre polythéisme et animisme, à partir de là, je me disais que Pokémon, potentiellement, serait une représentation, une manifestation de cela. C'est-à-dire que les Pokémon peuvent incarner des kami. Donc kami, c'est le terme japonais qui désigne, disons, c'est à mi-chemin entre des esprits, des divinités, ça dépend lesquels, on peut le traduire ou par esprit ou par divinité, mais ce ne sont pas forcément des dieux au sens qu'on entend nous, mais voilà. Donc le terme kami désigne des esprits qui s'incarnent notamment dans la nature, dans des éléments remarquables. Il y a des esprits, donc il y a des kami pour les arbres, notamment les arbres remarquables, les arbres vénérables. Il y a
Ok, il y a des kami pour les cascades, pour les cours d'eau, pour les rochers, pour vraiment tout un tas de choses. Et donc je me disais que tout simplement les Pokémon seraient donc une manifestation de cela, une explication de cela. C'est-à-dire que dans le monde de Pokémon, les kami, ce sont les Pokémon qui sont des Pokémon liés à la nature, qui sont liés, on a des Pokémon de type roche, on a des Pokémon de type feu, donc du coup, les Pokémon de type feu seraient comme des kami du feu, les Pokémon de type plante seraient comme des kami de différents types de plantes, etc. Donc voilà, à propos donc, de cette petite théorie, je la développe pas davantage. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, où est-ce qu'on est? Ok, route 2. Hop. Alors là, on est donc à Argenta. Ok, donc on va pas s'arrêter, on va continuer. Donc là, on a un Rakaillou. C'est un mélange entre Rakai et Caillou, si je me souviens bien. Ce Pokémon-là. Ok. Donc là, on va arriver vers une grotte, si je me souviens, après la route 3. Qu'est-ce qu'on va découvrir d'autre? Non, là, je me suis coincé. Ah, je vous ai pas montré mon équipe. Je peux vous montrer mon équipe de Pokémon. Du coup, j'avais un Pikachu niveau 92, un Dracolos, un Dracofeu, un Roucarnage, un Florizard et un Mewtwo. Et si on s'intéresse à Dracolos, c'est clairement un Pokémon, ou à Dracofeu, ce sont des Pokémon qui évoquent plus ou moins des dragons de type européen. Donc du coup, si on met hop, ça comme ça, donc Dracofeu, on peut s'intéresser par exemple à, en japonais, donc c'était Rizadon. Et c'est la troisième étape, donc Salamèche plus Reptincelle. Donc Salamèche, une mèche, plus une étincelle, Reptincelle. Qu'est-ce que ça fait? Au feu. Le troisième est donc Dracofeu, avec la racine dragon et au feu. Et c'est génial ou pas? C'est ce que nous dit donc... c'est ce qui nous dit le traducteur Bardakov, qui a fait en fait un jeu de mots sur les trois évolutions. Et en fait, Dracofeu, au-delà d'être un Pokémon qui ressemble à un dragon type européen, c'est un Pokémon qui évoque aussi le ptérodactyle, je dirais, ou en tout cas la créature préhistorique. Reptincelle, on le voit bien d'ailleurs, il ressemble plutôt à un dinosaure, et en lien avec cette évolution, le Dracofeu est plus vraisemblablement, en plus donc de la référence au dragon, mais plus vraisemblablement en fait un Pokémon qui évoque un ptérodactyle, qui évoque en tout cas une créature préhistorique. Regardez, si on regarde une image du ptérodactyle, ptérosaure et ptérodactyle, ptérosaure. Ce que je veux dire, c'est qu'on regarde, ouais, à mi-chemin entre le dragon et le ptérodactyle, disons. Ça se discute, ça se discute. Mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu à une créature préhistorique. Et pour Dracolos, alors où est-ce qu'il est Dracolos? Je me souviens plus, on va trouver. Dracolos, est-ce qu'on l'a passé? Je sais pas. Non, il est là. Dracolos en japonais, donc c'est Ryu. Et Ryu, ah non, c'est Karyu en japonais. Donc en japonais, Ryu, c'est un dragon, ok. L'une des significations de Kai est super, une autre est océan. Ok, c'est un super dragon des mers, il est énorme, un vrai colosse, d'où Dracolos, ok. Et si on regarde ses évolutions, si on regarde par exemple Draco, qui ressemble plutôt à un dragon de type asiatique dans la forme serpentine, même s'il manque les bras, disons. En japonais, Ryu est un dragon et Haku signifie blanc, c'est un dragon blanc. En français, on a juste enlevé Mini pour montrer qu'il a grandi, ok. D'accord, après pour les autres Pokémon de l'équipe, Mewtwo, on peut peut-être regarder. Donc c'est Mewtwo. Mewtwo vient de l'anglais mutant ou mutation, car on dit qu'il est l'ancêtre de tous les Pokémon et qu'il contient toutes leurs mutations génétiques en lui, et de tout car c'est le clone de Mew. Produit une expérience génétique, son nom n'a été traduit en aucune langue. Ok, on a toutes les langues, ça va être Mewtwo. Qu'est-ce qu'on peut regarder sur les Pokémon que j'ai? Pikachu. Alors Pikachu, Chu c'est le cri de la souris et Pika c'est l'onomatopée d'une étincelle électrique, donc en japonais. Les japonais ont des onomatopées pour tout, donc Pikachu, la souris électrique. Et il y a un côté mignon parce que Chu est aussi le bruit des bisous en japonais. Celui-là, ils ne voulaient pas le traduire, donc les japonais, donc Nintendo a refusé de traduire Pikachu, parce qu'ils disaient du coup qu'on ne traduit pas le nom des mascottes, il fallait que ce soit international, donc le même nom pour tous. Voilà.
Ok, donc pour les quelques Pokémon que j'ai dans mon équipe. Après, Florizard. C'est un mélange entre fleur et bizarre, je suppose. Quelque chose comme ça. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, là, on a un rapace de pique dans le ciel. On voit son ombre au sol. Ok, là, on a un Piafabec. On va pas faire l'étymologie de tous les Pokémon non plus. On va vraiment essayer de trouver là, cette fois-ci, donc quelques références culturelles. Qu'est-ce qu'on a? On tombe pas forcément sur des Pokémon qui ont des références évidentes. Donc là, on est au Mont Sélénite. J'ai peur que ce soit un petit peu une galère à traverser. Je crois que plutôt on va se... On a un Nosferapti. Ah, Nosferapti, il y a une référence. Je vais vous la montrer rapidement. Hop. Nosferapti. Dans la traduction française, vous allez voir. Alors, Nosferapti, où est-ce qu'il est le Nosferapti? Le voici, Nosferapti. En japonais, donc en japonais c'est Zubato, en japonais Zuba est l'onomatopée d'un truc que l'on coupe, que l'on tranche, donc peut-être par extension le bruit d'un battement ou d'un coup d'aile. Ok. Quant à bat, c'est une chauve-souris en anglais. Mais le mot français est impossible à décomposer, chauve-souris. Je me souviens d'avoir dessiné sur le tableau blanc. Un mec chauve d'un côté, une souris de l'autre. Je leur ai dit que si on gardait l'une des deux parties pour en faire un jeu de mots, on allait se retrouver avec une idée de chauve ou de souris et ça n'a rien à voir. Donc il fallait prendre un autre mot, créer une espèce particulière dans les Pokémon, comme des vampires ou des Nosferatu, pour faire plus référencé. Toutes les chauves-souris sont donc des Nosferatu. D'abord elles sont petites, ce sont des Nosfera petits, d'où Nosferapti. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est un Nosferatu? Nosferatu, je vais vous montrer. Hop. Alors, Nosferatu le vampire est un film muet allemand réalisé par Friedrich Wilhelm Murnau, sorti en 1922, adapté du roman Dracula, bien qu'il ne fût pas autorisé par les ayants droit. Pour cette raison, certains noms et détails ont été changés par rapport au roman. Le comte Dracula devient le comte Orlok, ok. Le film fait l'objet d'un projet intenté par la veuve de l'écrivain. Donc il y a cette référence donc à Nosferatu qui est récupérée dans le film, mais moi c'est voilà le terme Nosferatu, voilà, c'est ça. Nosferatu est un nom commun dans le roman Dracula de Bram Stoker, ok. Donc Bram Stoker, c'est un écrivain qui a vécu entre 1847 et 1912 et qui a écrit donc le roman Dracula, qui a été publié en 1897. Et Nosferatu... Alors attends, ça c'est intéressant. Je vais le lire en entier, le petit article. Nosferatu est un nom commun, d'accord, dans le roman Dracula de Bram Stoker qui répète une erreur de l'une de ses sources, Émilie Gérard. Nosferatu, écrivent-ils, signifierait vampire ou non-mort en roumain. Or, dans cette langue, vampire se dit vampire ou varkolak, je sais pas comment ça se prononce, désolé, et non-mort, strigoi, qui a la même étymologie que strige. Quant à Nosferatu, dont la forme correcte est Nesuferitu, littéralement l'insupportable, il désigne l'innommable, le démon, le diable. Devenu un nom propre, Nosferatu peut désigner, ok donc là les films ou je ne sais quelle référence. Donc Nosferatu on l'utilise pour désigner un vampire, mais en fait ça part d'une erreur visiblement, d'une erreur de Bram Stoker qui a utilisé le mot Nosferatu pour désigner un vampire alors qu'en fait ça désigne à la base le démon, le diable. Donc voilà, très intéressant donc pour l'étymologie de Nosferapti qui est loin d'être anodine. Donc du coup je disais on va se téléporter avec donc notre... se téléporter, enfin s'envoler disons avec notre Pikachu. Alors, si bizarre que cela puisse paraître, on peut effectivement dans Pokémon Let's Go Pikachu, je sais pas si vous y avez joué, on peut se TP. Enfin on peut utiliser la CS vol avec Pikachu. Donc on va aller directement à Azuria et on va essayer de pas trop traîner parce que je vois qu'on est déjà à 19 minutes d'épisode sur ce défi Culture and Chill. Pas évident d'ailleurs de trouver des références culturelles, jusqu'à présent on en a trouvé quelques-unes, mais c'est vrai que je m'attendais à en trouver plus. Je sais qu'il y en a beaucoup, il suffit de chercher, de prendre du temps, mais comme là je voudrais pas faire une vidéo très très longue, et comme ce n'est pas une vidéo ni préparée ni scriptée, et bien du coup des fois il y a beaucoup de, comment dire, de moments où je ne trouve pas nécessairement de référence. Alors attendez, là je suis donc à Azuria, et comment vais-je pouvoir m'en aller d'ici? Ok, je passe par là. Moi j'aimerais reprendre la route du coup. Attendez.
On va regarder où est-ce que c'est pour reprendre la route. Si je suis là, moi j'aimerais partir par là. Ou partir directement de l'avant-ville éventuellement. Ensuite passer par Safrania. Ouais, voilà. Carmin-sur-Mer. Le plus intéressant, c'est de traverser les routes, du coup. Pour aller récupérer, pour aller chercher des références culturelles directement sur les Pokémon que l'on croise. Alors. Peut-être par là. Route 4. Donc là, on va pouvoir descendre en direction. Non, pas du tout. Ok, donc là, on a... Ok, mais... Comment je fais pour m'en aller? Y pour mettre paramètres. Ce qui est assez embêtant, c'est que j'ai l'impression que je peux pas avoir accès à une carte directement. Je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Je me souviens plus du tout. Ouais, je me souviens plus de tout. S'il y a une carte où je suis obligé de passer par la TS en vol pour voir s'il y a une carte. Peut-être que c'est par là du coup, et que je ressors par la porte. Ouais, c'est ça. Ok. Faut que je me souvienne un petit peu. Bon, alors du coup, on devrait pas être trop loin de la prochaine route. Je suppose. J'espère. Je crois que la route elle doit être là-bas en haut. Je vais y aller, mais je suppose que je vais tomber sur la fameuse grotte sombre. Alors attends. Oui. Oui, allez on coupe ça. Voilà. Et on traverse. Alors qu'est-ce qu'on va trouver sur cette route comme Pokémon? On va bien voir. Pour l'instant, pas grand-chose puisqu'il n'y a pas d'herbe. Ouais, j'ai l'impression que là, je trouve rien comme Pokémon. Dommage. Je vais me TP du coup. Mince. Il n'y a pas forcément les meilleurs Pokémon là pour les références culturelles. Il y a des Pokémon avec des super références culturelles comme Fenard, comme Goopix, comme Aquaquack. Mais là, on les croise pas, donc c'est assez dommage. Du coup, je crois que je vais partir de Safrania et on descendra par Carmin-sur-Mer. On fera le chemin ensuite jusqu'à... Remarquez, je vais partir directement de Carmin-sur-Mer, allez. Je vais pas m'embêter, sinon si on fait toute la map, là, on va tomber sur beaucoup de roucoule et de Pokémon lambda, sans grande référence culturelle derrière, ce serait dommage de passer à côté de ce que je cherche à vous montrer. Alors, là-bas on a un Machoke. Ok. Mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Route 11. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme Pokémon ici? Oh non, je l'avais pas combattu, ça va lancer un combat. Bon, bah c'est pas grave, on va voir les Pokémon qu'il a. Et si éventuellement il y a des références culturelles cachées derrière. Alors, Peyo, le marin, veut se battre. Il a 2 Pokémon, il envoie un petit tard. Donc c'est un jeu de mots entre petit et tétard. Tout simplement. Donc c'est un Pokémon tétard. On va utiliser l'attaque tonnerre, ça va probablement le one-shot. Voilà. C'est réglé pour lui. Maintenant, quel est son deuxième Pokémon? Ok. Machoke. Non, je vais garder ce Pokémon. Et là, c'est un mélange entre Macho, j'ai l'impression, et Choc. On va utiliser quoi? Pika Splash, du coup, sera très efficace, je suppose. Contre un Pokémon... Oui, c'est un petit peu abusé. Pikachu qui utilise une attaque de type eau. Ok, c'est finito pour lui. Il aurait pas dû nous attaquer. Alors... Avançons un peu. J'espère pas tomber sur d'autres combats parce qu'effectivement, je suis pas venu pour des combats. Mince, deuxième combat. Bon, c'est pas grave. On va l'affronter. Peut-être qu'il aura des Pokémon avec des références, celui-ci. On va voir ce que ça donne. Ramolos. Alors, Ramolos. Hop, non, on va le mettre comme ça. C'est quoi déjà le jeu de mots sur Ramolos? Ça doit être Ramolo et Molos, je suppose. Alors, du coup, on va utiliser l'attaque tonnerre. Où est-ce qu'il est, Ramolos?
Il est là. Alors, Yadon en japonais. Donc Yadon vient du mot Yadokari, qui veut dire Bernard l'ermite. C'est une sorte de rente en plein qui pionce toute la journée en trempant sa queue dans la rivière pour pêcher. Il lui faut des plombes pour remarquer qu'on lui a mordu la queue. En français, c'est un molosse ramolo. Donc un ramolosse. Voilà, pas de référence particulière, effectivement. Dommage, dommage, dommage. Ah oui. Bon bah du coup, pendant qu'on se promène comme ça... Ah, on l'a pas affronté, elle, c'est dingue. Autre référence culturelle dont je voulais vous parler, c'est à propos des... je vous disais tout à l'heure, donc que potentiellement les Pokémon sont inspirés des kami, donc du shintoïsme. Ça c'est une possibilité qui me paraît intéressante, mais il y a une autre possibilité intéressante. Les Pokémon sont peut-être des yokai, en tout cas pour une partie inspirée des yokai. Alors qu'est-ce que c'est les yokai? Si vous me suivez depuis un moment, vous devez le savoir, j'en parle assez fréquemment. Les yokai sont des créatures ou bien des esprits du folklore japonais. Il y en a une multitude, vraiment de nombreux yokai. Et par exemple, dans un film d'animation comme Le Voyage de Chihiro, j'ai fait une vidéo dessus, et bien dans tout ce film d'animation, il y a une référence à une grande quantité de yokai, et de kami aussi par la même occasion. Et donc du coup, Pokémon, je me dis que c'est tout à fait... envisageable de se dire qu'il y a des références au yokai. Voilà, donc si on cherche un yokai, alors regardez l'article comme ça. Alors les yokai sont un type de créature surnaturelle dans le folklore japonais, voilà ce que je vous disais. Ils sont souvent représentés comme des esprits malfaisants ou simplement malicieux, démontrant les tracas quotidiens inhabituels. Voilà, ils sont pas forcément tout le temps malfaisants, mais voilà. Donc du coup, yokai, ils peuvent le traduire par esprit, fantôme, démon, apparition étrange, visiblement. Voilà. Voilà donc pour les yokai et cette potentielle référence, je dirais, aux yokai. Et par exemple, il y a des Pokémon, mais qu'on n'arrive pas à croiser depuis tout à l'heure, qui sont des références évidentes aux yokai. Et je trouve ça dommage de ne pas pouvoir vous les montrer. Alors j'aurais voulu les croiser au hasard de notre promenade, parce que sinon je pourrais utiliser directement le Pokédex, hein, je pourrais vous les montrer, mais je trouve que c'est peut-être un petit peu dommage de passer directement par le Pokédex. Et j'aurais voulu vous les montrer comme ça, en les croisant. Je trouve que ça aurait été mieux rigolo. Alors là on vient de voir un Krabi. Là on a des Krabi encore. Krabi c'est quoi du coup le jeu de mots? Il y a le mot crabe dedans. Mais pour l'autre jeu de mots, alors attendez. Non c'est pas là. Krabi, ah ben on y est. Alors Kurabu en japonais vient du mot anglais crabe. Le crabe tout simplement, c'est un nom minimaliste. On a gardé ça en français avec un i pour donner une sonorité mignonne. Ok, d'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver d'autre? Alors attendez, est-ce qu'on les a tous combattus? Oui, là c'est bon, ça passe. Parce que le jeu, je l'ai fait il y a des années. Je leur sors exprès pour cette promenade, pour ce défi Culture & Shield, pardon, c'est pas une promenade. Tout à l'heure, je disais au fil de la promenade, mais c'est vrai que les deux sont liés. Hein. C'est juste que là, je voulais trouver un maximum de références culturelles en faisant le tour de la map. C'était ça la règle, ce qui en faisait un défi Culture & Shield. Oh non, il est pas combattu. Dommage. Ça nous arrête un petit peu dans nos progressions, mais c'est pas grave, on va peut-être trouver justement une référence à quelque chose. Boris le Vaurien veut se battre. Un Nosferalto. Ok, donc là on a la même référence que tout à l'heure. Nosferapti, Nosferalto, avec cette référence au Nosferatu. Que dans le langage commun maintenant, ça peut désigner un vampire, disons. Allez, on va faire attaque tonnerre. De toute façon, il n'y a qu'un seul Pokémon. Il va être one shot. Pikachu, c'est une brute. Niveau 92. Et voilà, c'est réglé pour le Nosferalto. Allez, on continue. Go. Ah, Dracolas monte niveau 58. Sympa. Voilà, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Allez, vite qu'on soit sur nos routes, qu'on puisse voir un petit peu. Bon. On avance. Ah, encore un combat, on va voir ce qu'il nous propose comme Pokémon. Et puis si c'est trop lent, ce qu'on fera, on s'envolera et on fera le détour par... on va voir.
Ornithologue, qu'est-ce qu'il nous envoie comme Pokémon? S'il nous envoie des... Ouais, rapace de pique. On peut regarder, hein. On peut regarder, rapace de pique, c'est quoi comme référence? Hop, alors attaque déjà. On va envoyer une attaque tonnerre. Rapace de pique, où il est? Rapace de pique. Ah, le voici. Alors, Onidoriru, en japonais, c'est... Donc du coup, là, je vous lis ce qui est écrit, hein. C'est pas génial, rapace de pique. J'avais complètement oublié celui-là. Il est mortel. Rapace de pique comme un as de pique. C'est un rapace hyper méchant parce que l'as de pique est la plus méchante des cartes. Rapace de pique, ha. On m'a demandé dernièrement quel était mon nom de Pokémon préféré. Je n'arrivais pas à me souvenir, mais c'est clairement celui-là. En plus, il est quasi inexistant dans le jeu. Personne ne joue avec des rapaces de pique. En japonais, c'est Onidoriru. Oni pour le démon. Ah, très, très intéressant effectivement cette référence au démon, avec le terme Oni. La même racine, Ko ni Suzume Piafabek. Et Drill, le mot anglais pour foreuse, évoqué par son bec. Okay. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement le terme Oni, vous voyez, en japonais, non. Ouais, si, il est là. Le terme japonais, Oni, voilà. Les Oni sont une sorte de yokai, une sorte de créature surnaturelle du folklore japonais, présent dans les arts, la littérature et le théâtre japonais. Leur apparence diverge de source en source, mais ils sont habituellement une forme humanoïde, une taille gigantesque, des griffes acérées, 2 cornes protubérantes poussant sur leur front, des poils ébouriffés et un aspect hideux. Donc là, on a une représentation de l'Oni. Et donc du coup, dans le nom d'origine de rapace de pique, eh bien on a une référence à l'Oni, visiblement. Voilà. Ah, on l'appelle pas combattuel non plus. Bon, on va voir ces Pokémon, tant pis. Alors, je vais tester les Pokémon que j'ai échangés. Ok, bah, pas de soucis. On y va. Quel genre de Pokémon va-t-elle avoir? Selena, la top 13 veut se battre. Ah, un Aquali. Ah, ça peut être intéressant, on va voir. Hop. Aquali. On va directement chercher sur cette fois-ci Poképédia qui, parfois, nous donne des éléments intéressants. Donc je vous encourage vivement, si vous vous intéressez aux significations de l'apparence des Pokémon et de leur nom, d'aller aussi sur le site Poképédia. Vous allez voir dans physionomie et attitude. Aquali est un Pokémon qui partage des traits physiques avec des animaux marins et terrestres. Ok. Il est quadrupède avec 3 petits orteils à chaque pied et un coussinet bleu foncé sur ses pattes postérieures. Le corps d'Aquali est bleu clair. Des fois, ils expliquent en fait dans ces descriptions de quoi il a inspiré le Pokémon. Aquali est souvent trouvé dans les zones urbaines, lac propre, il a évolué pour être le plus adapté en mode de vie sous-marin. Non, rien qui m'intéresse vraiment. On va regarder sur l'étymologie du coup. Aquali vient de aqua, eau en latin, du suffixe lit. Donc lit commun à toutes les évolutions d'Evoli venant du grec signifiant pierre. Donc lit ça vient du grec ancien qui signifie la pierre. Et on le sait que Aquali évolue avec une pierre eau. Une pierre... Oui, une pierre eau. Alors là, on a un sablero. On va le battre avec ça. Et c'était quoi son... Son nom japonais, c'est Showers. Pourrait venir de Showers, averse en anglais. Ok. On va regarder ici. Où est-ce qu'il est Aquali? Aquali... Je l'ai peut-être passé déjà. Ah non, il est là. Alors, Shawazu, en japonais plus précisément. Aquali, tout à l'heure on disait Showers. Continuez sans changer. Aquali, l'évolution aquatique d'Evoli. Shawazu vient de Showers en anglais, ok la douche. En français, on a gardé la racine commune li pour le mot grec lithos. La pierre, ok. Parce que l'évolution d'Evoli dépend de la pierre qu'on lui donne. Ouais, ok. Ah, et Dodrio. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière Dodrio? On va regarder. Dodrio. Physionomie et attitude. Ok. Donc là, il y a ça qui est intéressant. Il y a 3 têtes. La première représente la joie, la deuxième la colère, et la dernière la tristesse. Ok. Chacune possède également une crête composée de 2 plumes noires ainsi qu'un bec plus allongé. Ouais. Mais rien de bien fou. Dodrio, ça vient de dodo et de trio. Donc si, il y a une petite référence au dodo derrière. Pour l'étymologie française en tout cas. Le dodo, c'est un oiseau qui a disparu donc depuis la fin du XVIIe siècle. Voilà, c'est cet oiseau-là.
Ok, donc on est déjà à 35 minutes d'épisode. On a trouvé quelques références culturelles, dont là une sur les dodos. Je vous ai parlé des yokai, je vous ai parlé des kami. Je vais passer derrière eux, j'ai pas envie qu'ils me combattent au cas où. Mais effectivement, je suis pas satisfait. Si jamais on regardera le Pokédex pour finir du coup. Tant pis si jamais j'arrive pas à trouver d'autres références plus sympas. Et à partir du Pokédex, je vous en expliquerai quelques-unes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de Cramoisil. Go. On va faire vite fait le tour. Voir ce qu'on peut y trouver sur cette île. On tombe trop souvent sur les Pokémon communs finalement. Et du coup, c'est... Ah, un Magmar. On peut regarder d'ailleurs sur Magmar. Qu'est-ce qu'on peut découvrir derrière le Magmar? Alors, attendez. Magmar. Magmar, c'est typiquement le genre de Pokémon qui, pour moi, pourrait être un Kami. Parce que Magmar, c'est un Pokémon qui vit dans les volcans. Et il est fait de magma. Et du coup, ça pourrait être un Kami des volcans. Clairement, Magmar. Je vois comme ça. Alors, je vais, du coup, vous montrer par la même occasion Kami. Hop. Donc là, Kami est une divinité ou un esprit vénéré dans la religion shintoïste. C'est à peu près ça, hein, c'est convenable. Divinité ou esprit, l'un ou l'autre. Leur équivalent chinois est Shen, ok. Les kami sont la plupart du temps des éléments de la nature. C'est vrai, c'est souvent des animaux, des forces créatrices de l'univers, mais peuvent aussi être des esprits de personnes décédées, oui. Beaucoup de kami sont considérés comme les anciens ancêtres des clans, ça c'est vrai. Il est arrivé que certains de leurs membres ayant incarné de leur vivant les valeurs et vertus d'un kami deviennent eux-mêmes des kami après leur mort. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Donc en japonais, le mot kami a pour sens premier esprit et non dieu. C'est ce que je vous disais, hein. Ça désigne pas la divinité, le dieu au sens où on l'entend, et c'est vrai que le mot kami, plutôt donc, ça renvoie plutôt au terme esprit pour nous. La notion est ensuite élargie pour désigner aujourd'hui plus généralement l'esprit d'une personne, Dieu, un être suprême, une effigie, un principe, ou de façon plus globale, tout ce qui peut être vénéré. Ok, intéressant. Et donc, comme je vous disais, il y a des kami à peu près pour tout, et donc Magmar, je me disais que ça pourrait être interprété comme ça. Alors juste, physionomie et attitude. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, il est inspiré d'un monstre de la mythologie bouddhiste, le Karura. Je le prononce à la japonaise, mais Karura. Voyons voir ce que c'est le Karura. Le Karura est une créature divine avec un torse d'humain et une tête d'oiseau dans la mythologie japonaise hindou-bouddhiste. Ok. Le nom provient de la translittération de Garuda, une race d'oiseaux gigantesques dans l'hindouisme, sur laquelle la version bouddhiste japonaise est basée. La même créature peut porter le nom d'oiseau Zelda. Alors, on dit que le Karura est énorme, cracheur de feu et sous-nourri de dragons ou de serpents, tout comme Garuda est le fléau de Naga. Seul un dragon possédant un talisman bouddhiste ou converti à l'enseignement bouddhiste peut échapper indemne au Karura. Ok, le Karura est l'une des créatures converties recrutées afin de former une unité de gardiens appelée les Hachibushu. Donc du coup, plus conventionnellement, le Karura est décrit comme un être ailé. Bon ben, notre Magmar n'a pas d'aile, mais avec un torse humain, c'est plus ou moins ça, et une tête aviaire. C'est vrai qu'il a un petit peu une tête d'oiseau, le Magmar. Ah, bah culture populaire ici, les familles Pokémon de Magby, Magmar et Maganon sont basées sur le Karura, ainsi que sur un Iguane. Donc apparemment ça se confirme, on a l'info ici, on a l'info là. Magmar et puis sa famille sont adaptés de cette créature légendaire de la mythologie bouddhiste, donc le Karura. Très intéressant. Très intéressant. Et sur l'étymologie, qu'est-ce qu'on a? Magma. Alors, même étymologie pour français, anglais, allemand. Magmar vient de magma, ok, et de tumar, gâté en anglais dans le sens de se dégrader. Et en japonais, c'était boober. Pourrait venir de boost, de la déformation de to burn. Ok, d'accord. Très bien. Donc super, on a bien fait de tomber sur Magmar. Ça, c'était intéressant. Starry. On va regarder, qu'est-ce qu'on peut trouver sur Starry. Alors ouais, on va... Est-ce qu'il y a quelque chose de précis sur Starry? On va regarder, donc sur la physionomie attitude, peut-être que ça nous dira de quoi il inspirait, non. Étymologie, Starry vient de star, étoile en anglais, et I pour le diminutif, ok, donc rien de spécial. On va traverser une petite zone d'eau, donc sur notre surf, et on va voir si on tombe sur des Pokémon intéressants.
Si seulement on pouvait tomber sur un petit Aquaquack. Pourquoi il n'y a pas de Pokémon pour l'instant? C'est assez décevant. Allez. Des Pokémon, s'il vous plaît. Mince, je suis déjà arrivé qu'on a croisé 0 Pokémon. Là, on a un Roucoups. D'ailleurs, Roucoups, c'est assez marrant. Je pense que moi, je le savais pas jusqu'à ce que je le découvre. Je vais vous montrer en même temps que je vais chercher des Pokémon dans l'eau. Regardez, le Roucoups. Enfin, en même temps, c'est pas évident de faire les deux, mais... Roucoups, où est-il? Où est-il? Là. Roucoups, en japonais, donc, c'est... Pigeon. C'est une transcription simple du mot anglais pigeon. Ok. En français, Roucoups se transforme en Roucoups parce qu'il devient agressif et donne des coups. D'ailleurs, ça ne se prononce pas Roucoups. Comme tout le monde le dit, c'est n'importe quoi. Ça vient de l'équipe du dessin animé qui s'est plantée et qui a fait dire Roucoups à Sacha. Enfin, c'est pas bien grave. Mais Roucoups, ça ne veut pas dire grand-chose. Roucou, il donne des coups. En fait, ça se prononce Roucou et pas Roucoups. Ça se prononce Roucou, voilà, donc je vous ai petit fun fact. Donc là, on a un Tentacool. On n'a pas des trucs bien fous. Bon. Tant pis, j'arrive pas à trouver des Pokémon assez fous dans l'eau. J'aurais voulu tomber sur des Léviators, etc. pour avoir des super références à vous partager. Mais écoutez, on est à déjà plus de 40 minutes de défi Culture and Chill. Après, c'est le jeu du défi. Hein. On n'est pas forcément obligé de trouver tout ce qu'il nous faut, tout le nombre de références culturelles qu'on voudrait. Donc ce que je vais faire du coup pour terminer, je vais vous donner quelques explications directement à partir donc du Pokédex. Hop, je vais mettre le jeu en plein écran. Alors juste quelques-uns parce que du coup on est déjà à plus de 40 minutes. Je vais pas tous les faire, juste ceux qui me paraissent très intéressants. Alors attendez, Fenard. Donc Fenard, ça c'est un Pokémon qui a une référence culturelle géniale. Fenard est inspiré du Kitsune. Si on tape Fenard, par exemple ici, vous allez voir, ça va nous le dire. Le Kitsune, c'est quoi? C'est un yokai du folklore japonais, donc forcément le yokai du folklore japonais, donc. Donc je disais, le Kitsune, c'est un yokai, et ce yokai est en fait un renard à plusieurs queues. C'est la même référence qu'il y a derrière Kyuubi dans Naruto. Alors du coup, c'est un renard possédant 9 queues, directement inspiré de Kyuubi no Kitsune. Voilà, signifiant littéralement renard à 9 queues de la mythologie japonaise. Donc si on regarde l'article Wikipédia qui est associé, le renard à 9 queues est une créature légendaire appartenant au folklore de la sphère culturelle d'Asie de l'Est, dont font partie la Chine, le Japon, etc. Donc moi je parle plus précisément donc du yokai japonais, de la créature japonaise. Voilà, au Japon donc les kitsune sont parfois considérés comme des créatures bienveillantes, mais ça c'est pas ça que je cherche forcément. Le renard kitsune en japonais joue un rôle important dans les légendes japonaises. Il est notamment associé au dieu Shinto Inari. Les renards gagnent des queues en vieillissant et gagnent en puissance également, jusqu'à atteindre 9 queues et devenir un Kyuubi no Kitsune. Ok, donc dans Naruto on a la même... comme je vous ai dit, la même référence avec Kyuubi. Et donc, juste pour préciser, donc la divinité Inari, c'est le kami des céréales, disons, dans le shintoïsme. Voilà, donc une représentation du kitsune, mais on va taper kitsune directement comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le kitsune? Donc là, on en a une autre représentation, juste là. Parce qu'il y a tout un tas de légendes autour des kitsune, il est dit qu'ils peuvent changer de forme, donc qu'il est polymorphe. Et donc là on a notamment une femme renarde plus précisément, là c'est une femme qui s'est transformée en renard, si je me souviens bien. Donc voilà pour le kitsune. Goopix aussi, donc du coup inspiré du kitsune, tous les kitsune n'ont pas 9 queues, il y en a qui peuvent en avoir moins. Voilà donc pour ceci. Ok, donc on repart, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Aquaquack, là aussi il y a une vraie référence culturelle très intéressante, information. Donc Aquaquack, c'est une référence au kappa. Le kappa, c'est une créature encore du folklore japonais, c'est un yokai. Et est-ce que c'est dit ici? Aquaquack, créature bipède, inspirée du... Non, c'est pas écrit inspiré du kappa. Ah si là, Aquaquack est inspiré du kappa du folklore japonais, une créature reptilienne vivant dans les lacs et les rivières. Voilà, donc ils ont vraiment bien travaillé, je trouve, sur le site Poképédia, je vous encourage vivement à aller le découvrir. Et donc du coup, le kappa est un monstre du folklore japonais, décrit comme un génie ou diablotin d'eau. Il est réputé pour chercher à attirer les humains ou les animaux dans l'eau.
pour ensuite les noyer, pour les dévorer, et voire même dans certaines légendes, le kappa attire les humains dans l'eau pour les violer également. Donc c'est une créature qui peut être assez terrifiante. Là on a une représentation du kappa, et j'ai oublié de mettre... Oh, crotte. J'ai oublié de vous montrer, excusez-moi. Donc je vous disais Aquaquack là sur Poképédia, donc je vous disais qui ont bien travaillé, voilà, je vous ai montré ça. Et ensuite on en était ici, excusez-moi, j'ai oublié de switcher entre les deux écrans. Donc le kappa, voilà, monstre du folklore japonais, ce que j'ai lu. Et donc là je vous montre une représentation, et vous voyez, on voit quand même le lien avec Aquaquack, hein. Les mains palmées avec des griffes, l'aspect amphibien, etc. Donc là on a ça comme référence, là notre représentation donc du kappa. Donc voilà pour Aquaquack. On repart sur le Pokédex. On a Arcanin, référence derrière aussi très intéressante comme référence. Alors, cette fois j'oublie pas. Hop. Donc. Arcanin, qu'est-ce qu'on a? Donc il est inspiré du Komainu. Donc là on a notre Arcanin. Il est parfois à tort considéré comme légendaire, non? Est-ce qu'ils nous l'ont écrit qu'il est inspiré du Komainu? Alors, Arcanin est un Pokémon fier, loyal. Je suis en train de survoler là. Pour voir si c'est écrit quelque part. Non, j'ai l'impression qu'ils l'ont pas écrit. Donc je vais vous montrer moi ce que c'est un Komainu. Alors, les Komainu sont des paires de statues de créatures semblables à des lions qui gardent l'entrée, ou le Honden, sanctuaire intérieur, de nombreux sanctuaires shintoïstes, à moins qu'ils ne soient eux-mêmes gardés dans le sanctuaire intérieur d'où ils ne sont pas visibles par le public. Ok, le premier type, apparu durant l'époque de Do, est appelé Sando Komainu. Alors du coup, voici un Komainu, une représentation, on y retrouve quand même un petit peu notre Arcanin, et là, en fait... Donc là on a les Komainu, paires de Komainu qui protègent, enfin disons qui sont les gardiens de l'entrée d'un temple. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à Arcanin. Et visiblement les Komainu ressemblent aux lions gardiens des temples dont l'origine remonte en fait à la Chine de la dynastie Tang. Et c'est vrai que si on prend un lion gardien chinois, on retrouve un petit peu cette... voilà, notre Arcanin également. Donc du coup une référence au Komainu pour Arcanin. J'en dis pas plus, on passe à autre chose. Ça va être très très long comme épisode. Je suis vraiment... Désolé, je sais pas. Si vous avez trouvé ça intéressant, tant mieux. Si c'était un petit peu long, je suppose que vous ne serez pas arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, de toute manière. Sauf si vous avez un petit peu avancé. Allez, je vais encore en expliquer 2 références culturelles. Et puis tant pis, je referai une vidéo qu'à partir du Pokédex. À mon avis, je reprendrai tout. Je verrai bien. Alors du coup, Liputu. Ça, c'est un Pokémon qui est très intéressant. Parce que Liputu, en fait, c'est une vraie référence à une légende. Et un yokai du folklore japonais. Donc, si on prend Liputu, hop, Liputu, est-ce que ça va t'expliquer la référence? Physionomie. Alors, Liputu ressemble à une chanteuse d'opéra et à un monstre de la mythologie japonaise, donc Yamauba. Donc, d'après Poképédia, il est question donc d'une référence à Yamauba. Yamauba, en fait, c'est littéralement c'est la sorcière des montagnes, et c'est un monstre donc, de la mythologie japonaise. Cette créature est parfois confondue avec Yuki Onna, la femme des neiges, mais les deux personnages sont bel et bien différents. Et ben, c'est très bien qu'il le précise dans l'article Wikipédia, parce que Poképédia, eux, pensent que Liputu est inspiré donc de Yamauba, mais moi je pense plutôt que Liputu est inspiré de Yuki Onna, parce que Liputu, comme vous le savez, c'est un Pokémon de type glace, et Yuki Onna, c'est justement la femme des neiges, et c'est un yokai qui est lié au froid, qui est lié à la glace, qui est lié à la neige. Et il y a une légende qui est intéressante à propos donc de Yuki Onna. Elle est juste ici, je vais pas vous la lire, ça va être trop long, mais n'hésitez pas à aller la découvrir par vous-même, cette légende. D'ailleurs, si les légendes japonaises vous intéressent, je vous encourage vivement à aller découvrir les ouvrages de Lafcadio Hearn, qui a écrit sur les histoires... sur les légendes japonaises, qui a répertorié, disons, plusieurs légendes, plusieurs contes japonais qui mettent en scène des yokai. Voilà, il y a notamment cet ouvrage, mais moi c'est pas celui-ci que j'ai d'ouvrage. Là, il y a une adaptation avec des illustrations qui doit pas être mal à mon avis. Où est-ce qu'ils sont, moi? Ouais, il n'y a pas les éditions de mes ouvrages, moi, que j'ai. Hop, ouais, c'est pas grave. Mais n'hésitez pas à découvrir Lafcadio Hearn au cas où.
Voilà, et ensuite, allez, dernière référence, vite, rapidement, Magikarp et Léviator. Alors, hop, on va mettre Léviator. Non, je vais pas mettre Habitat, je voulais mettre, hop, faire apparaître directement le Léviator, information. Alors, pour Léviator, en fait, la légende Carp Koi, je vais pas passer par Poképédia, je vais directement légende Carp Koi, Dragon. Les Carp Koi. Alors, est-ce que je vais arriver à le trouver? Bon, en gros, ce qui se passe, c'est que... Si, c'est ça. À la force si, c'est ça, c'est ça. La légende des carpes Feng Shui Longmen. Ok, d'accord. Alors, à force de détermination, de persévérance, de courage et de solidarité, les 3 carpes franchissent tour à tour la porte du dragon et sont transformés en dragon. Alors, c'est pas cette version dont je pensais, moi, mais c'est de ça dont je voulais vous parler, en gros. Et il y a une légende qui raconte que... les carpes Koi, donc Magikarp est inspiré d'une carpe Koi, et si une carpe Koi remonte une cascade qui s'appelle la porte du dragon, et bien il se transforme en dragon. Et notre Magikarp se transforme effectivement en Léviator qui évoque un dragon du type asiatique au bout d'un certain moment, à force de persévérance, à force de l'entraîner. Donc clairement, Magikarp et Léviator, référence à cette légende, une légende chinoise je crois à la base, qui raconte ce que je vous ai dit, donc la carpe qui se transforme en dragon en franchissant la porte du dragon, qui est une sorte de cascade, qui est une cascade. Voilà ce que j'avais à vous dire. Hop, on va repasser là-dessus, voilà. On va repasser même là sur... Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce défi Culture and Chill. C'était un petit peu long. Les défis, c'est vrai, Culture and Chill et les promenades Culture and Chill, j'aimerais pas les faire plus longs que, disons... 25, 30, allez 35 minutes, là c'est un petit peu long, 50 minutes, je le reconnais bien, mais je voulais vraiment pousser ça jusqu'au bout. Un petit peu déçu dans le sens où j'ai pas forcément trouvé les Pokémon que je voulais en chemin, je vous ai montré à la fin sur le Pokédex, c'était pour vous montrer à quel point l'univers Pokémon est riche. Je referai probablement une vidéo, peut-être en partant directement du Pokédex, je les ai tous trouvés, de toute façon il y a 151 Pokémon de la première génération. Je redirai peut-être potentiellement une partie de ce que j'ai dit en cette fin de vidéo, mais je reprendrai tout et je ferai les Pokémon directement à partir du Pokédex. Enfin, je ferai le listing des références culturelles à partir du Pokédex, ça me paraît peut-être plus cohérent, plus simple, plus rapide à mon avis. On ira directement à l'essentiel. Voilà, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment devant ce défi Culture and Chill. J'ai rien d'autre à vous dire, n'hésitez pas vous à réagir en commentaire, dites-moi ce que vous avez vu, vos interprétations, vos théories, etc. Et puis je vous dis à la prochaine fois donc pour une nouvelle promenade, un nouveau défi ou en tout cas une nouvelle vidéo. Voilà, c'était l'Euro de l'Histoire pour vous servir.